Petit retard. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la boutique Potemkin. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes éditeurs DVD, c'est-à-dire qu'on édite pas mal de films. Le premier DVD édité par Potemkin était un film d'Hélène Klimov qui s'appelle Requiem pour un massacre. Vous connaissez peut-être, qu'il faut voir. Voilà, une maison d'édition assez éclectique, donc essaie d'avoir un répertoire qui va du cinéma russe, les coffrets Mikhalkov, Klimov chez Pitko, et évidemment Tarkovsky, l'intégral Tarkovsky que nous avons édité, et puis des films un peu plus de répertoire français, coffret Epstein, coffret Romer, voilà. Donc tout ça est à découvrir. Ça, c'est le côté édition DVD. Et puis, il y a la boutique qui est fait à part belle à tout ce que l'édition DVD contemporaine fait de plus intéressant. C'est-à-dire qu'on a toute la proposition est là, ce sont des DVD neufs. Et puis, depuis 7 ans, on a agrandi un peu la boutique, cet espace, pour accueillir des réalisateurs, des écrivains, des comédiens, des critiques. Et puis on a profité pour faire un rayon libre aussi, autour du cinéma, autour de la cinéphilie, un peu de vinyle, un peu d'affiches aussi. Et régulièrement donc, nous avons des invités, et cet après-midi, on est très heureux d'accueillir un écrivain et traducteur, Yves Gauthier, que j'ai découvert aussi par l'arrivée de cet ouvrage qui a eu un certain succès, j'ai l'impression quand même. C'est la traduction du roman de Vladimir Arseniev, Versuzala, que vous avez traduit, Yves. On a mis sur la table principale des ouvrages que vous avez écrits aussi. Je laisserai découvrir tout ça, et des ouvrages que vous avez traduits. Donc voilà, c'est une ouverture sur le champ russe. Voilà, l'actualité nous rappelle tout ce qui fait cette grande culture, mais là, voilà, on va y rentrer par le biais de la littérature. Peut-être quelques mots sur votre parcours aussi, et qu'est-ce qui vous a... je crois que vous n'êtes pas russe, mais qu'est-ce qui... Voilà, peut-être pour vous resituer, qu'est-ce qui vous a fait tomber dans la grande marmite de cette culture, et surtout de la langue russe? On me pose souvent la question, et depuis le temps qu'on me la pose, j'aurais dû préparer une belle réponse toute faite, bien construite. Et pourtant, à chaque fois que ce moment vient, où on me la pose, je ne sais quoi répondre. Dans mon cas, tout est parti d'une rencontre un peu imprévue entre une langue et moi, pour dire des choses avec des grands mots. J'étais collégien dans une ville de la banlieue parisienne. Il y a de cela, Hitler n'était pas né. Et j'avais choisi en classe de 4e le russe comme deuxième langue. Et apprendre les langues, voir le monde, être polyglotte et cosmopolite, jeune et bête que j'étais, c'était un petit peu le programme de ma vie. Il y a un mot un peu compliqué, un peu savant et un peu snob, qui résume bien ce que j'étais, ce que je voulais être, et ce que je suis. C'est le mot de xénophile. Il y a le mot xénophobe et il y a le mot xénophile. Moi, je suis dans le camp du mot xénophile. Et donc, voilà, je suis parti, calme, orphelin, riche de mes seuls yeux tranquilles, comme disait le poète, pour voir le monde. Et j'ai commencé d'une façon tout à fait marginale et rare pour l'époque, puisque me voilà au début des années 1980, traducteur aux éditions du Progrès à Moscou.
la Moscou soviétique. Et ça a été, comment vous dire, ça a été une école de la vie, de la Russie, de la langue, qui était, cette langue qui était vraiment le moteur de, on va employer les grands mots, le moteur de ma vocation. Puis la Russie à l'époque c'était l'Union soviétique, c'était un pays interdit, un pays dangereux. Et il y avait, je crois aussi, l'attrait du fruit défendu. Très, très difficile, en même temps assez fascinant. Rapport, peut-être qu'on a du mal à l'imaginer, mais un rapport complètement autre. Un rapport complètement autre à beaucoup de choses, y compris à la culture, au cinéma. Faire la queue 2 jours, je dis bien 2 jours, devant un cinéma pour avoir un billet, c'était normal. Et on peut s'en indigner, mais c'était quand même fascinant, parce que ça traduit quand même un rapport à la culture. Griller 1 mois de salaire pour acheter un livre, c'était normal. Donc voilà, on traduisait des livres, c'était des livres, des éditions du Progrès, à l'époque de l'Union soviétique, pour vous dire la vérité, et de très belles surprises. Mais il y avait aussi beaucoup de littérature de propagande. Insupportable. Enfin voilà, ça a été mon école. Et puis le moment est venu où de livres traduits en livres traduits, j'ai laissé derrière moi, je dirais pas une œuvre, mais une bibliographie. Il a bien fallu que je me rende à cette évidence que j'étais traducteur, que mon rêve de monde allait s'arrêter là, parce que, voilà. Et que voilà, c'était un petit peu le signe dominant. Donc je me suis retrouvé dans des différents contextes. Après, une fois l'Union soviétique dissoute, je me suis retrouvé ici, dans cette ville de Paris. Et comme il se doit pour un littéraire, j'ai beaucoup galéré. Pour des raisons alimentaires, j'avais un pied dans le tourisme et ça m'a conduit à une drôle d'expérience. Pendant 15 ans, j'ai été directeur de croisière sur le réseau fluvial russe Moscou-Saint-Pétersbourg. Au début, on m'avait placé là, je vous disais que j'avais un pied dans le tourisme et qu'il fallait des compétences. C'était un produit en pleine construction qui n'était pas formaté. Donc personne n'avait organisé d'école de tourisme pour fabriquer des directeurs de croisière dans la société baroque de la Russie des années 90, que je me suis trouvé comme ça. Ça a été une étonnante expérience, très forte pour moi parce que, qui dit croisière dit bateau, c'était la batellerie russe, héritière de traditions ancestrales, les bateliers de la Volga. Et bon, c'était des petits bateaux, mais il y a quand même un équipage d'une centaine d'hommes et de femmes, et qui tous appartenaient à cette fière corporation des bateliers de la Volga. C'était une tribu. Et pendant 15 ans, j'ai eu cette vie très, très russe, dans la batellerie, très tribale, avec des équipes qui étaient des familles. Et ces drôles de gens qu'on appelait des touristes. Au départ, moi j'étais là parce qu'il y avait une clientèle de francophones qu'il fallait domestiquer. Ça s'est un peu diversifié, on a des Turcs, des Chinois. Et après, une curieuse clientèle qui a redécouvert que son pays était ici, qui était la clientèle russe. Qui avait vu la Turquie, l'Europe, la Grèce, que sais-je encore, et qui voulait te découvrir 10 ans, 15 ans après l'ouverture de son pays au monde, ce beau pays qui était le sien, la Russie. Enfin bon.
Mais les fleuves russes sont sous les glaces pendant l'hiver, donc une saison c'est des 5 mois de navigation, et puis la moitié de l'année, je revenais à mon artisanat, qui était la traduction. Alors on va employer des lieux communs, un traducteur c'est un passeur, il va d'une rive à l'autre, et les clichés ont parfois cette vertu de dire les choses comme elles sont, un passeur, vous dis-je. Et il m'est arrivé dans ma vie de passeur de vouloir faire passer des choses qui n'existaient pas, donc des livres qui n'existaient pas. Et pour qu'ils existassent, je me suis fait auteur, c'est comme ça que je traduis. Un ouvrage sur Gagarine, c'est ça? Voilà, alors, je traduisais beaucoup de littérature de découverte sibérienne, parce que la vie est un voyage, que c'était fascinant, en même temps très fécond comme terre littéraire, comme espace littéraire. Et comme j'ai découvert à travers cette expérience qu'il y avait toute une épopée historique mais aussi culturelle, qui était celle de la marche des Russes vers le Far East, de l'Europe russe, de la table russe au Pacifique, l'idée m'est venue de traduire le livre de cette épopée, qui a été l'exploration de la Sibérie. Ce livre n'existait pas, donc je l'ai écrit. Quand, en 1991, on célébrait à l'époque les 40 ans du vol cosmique de Gagarine, les Russes ont déclassifié des archives qui avaient trait au vol historique de Yuri Gagarin dans l'espace en avril 1961. J'ai lu un étonnant document d'un témoignage qu'on appelait le rapport secret de Yuri Gagarin au lendemain de son vol historique, c'était donc le 13 avril 1961. Il racontait son vol. Et c'était comme ça une vingtaine de feuillets dactylographiés, mais lecture faite de ce rapport, j'ai découvert un récit qui était d'une richesse humaine, d'une richesse narrative et d'une vérité qui, ça méritait d'être révélé, connu, traduit, que sais-je encore. Et d'autres textes, documents, archives ont été déclassifiés qui m'ont conduit à cette évidence qu'il y avait là un livre, mais comme ce livre n'existait pas, je l'ai écrit. Donc le travail d'écriture, pour moi, était le prolongement de mon activité de traducteur. C'était organique, c'était naturel. Est-ce que j'ai rencontré le cinéma comment vous dire, d'abord, c'est le privilège d'être vieux. Moi, j'ai connu les ciné-clubs de collège, avec des films qui arrivaient en 16 mm, après les cours. Des profs qui étaient là, ils se fichaient pas mal que ce soit après les cours, ils étaient là parce que c'était une évidence. Et puis après la projection, il y avait cette chose merveilleuse qu'on appelait le débat sur le film. Ça, je ne dis pas que ça forge une culture, mais des grands films comme ça, y compris russes, j'en ai vu, vous appelez Potemkin. Voilà, ça a été ma découverte de ce film. Et puis, quels sont des souvenirs de premiers films, alors pas des films de collège, mais des films que vous avez vus là-bas, des films peut-être russes que vous avez vus dans vos années moscovites, des souvenirs forts de salles de cinéma ou de... Peut-être que c'était des films occidentaux que vous alliez voir au cinéma, je sais pas. Non, pas. En 79, je me souviens, à Moscou, place Pouchkine, il y avait un cinéma qui s'appelait le Rossiya, la CIA, et un film qui venait de sortir, auquel d'ailleurs je faisais allusion en parlant des 2 journées de queue pour avoir un billet. Et là, on est en avril 1979.
Ce film, c'était Moscou ne croit pas aux larmes. On a édité aussi. Un souvenir aussi. Là, il n'y avait pas un chat dans la salle, mais quel grand film de Abuladze, Pakayani. Le repentir en français. Repentir. Voilà. Et, bon, ça, c'est des souvenirs. Il y a aussi des films qui sortaient, on dirait en français des placards, on disait à l'époque des étagères, qui avaient été interdits, et puis qui quand même, dans les années 80, là j'étais traducteur, revenaient à l'écran. Des Panfilov, par exemple, le thème de Panfilov. Et alors à l'époque, pour sous-titrer, il n'y avait pas de logiciel, il n'y avait pas tout ça. Il y avait à Moscou, près de la gare de Biélorussie, une institution qui s'appelait Film Export, et où ils faisaient du sous-titrage. Donc j'ai vu comme ça plein de films, et j'ai sous-titré des films. Même maintenant, 45 ans plus tard, on voit qu'ils circulent. Bon, il y a eu des grands moments comme ça. Et il y avait à Paris un cinéma qui était rue de Rennes, qui s'appelait le Cosmos, qui passait, qui passait des films, des films russes. Et moi, j'y allais là-bas toutes les semaines parce que il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, quoi. Donc, pour voir du russe, il n'y avait qu'une adresse à Paris, c'était le cinéma, le Cosmos. C'est comme ça qu'en 1975, je me retrouve dans la salle du Cosmos à voir un film, quel film, qui s'appelait Der Susala. Alors, je vous laisse aller sur Der Susala, non mais par rapport à, parce que vous êtes passé peut-être vite sur votre travail de traducteur. C'est Maxime qui dit traduire c'est trahir, évidemment, mais j'imagine que ce que vous avez traduit, ce sont des romans ou des ouvrages voilà, peut-être d'une littérature intéressante, peut-être des romans un peu plus populaires, différents registres de langage. Parlez-nous peut-être quand même de ce travail, de ces questions qu'on doit se poser en tant que traducteur, j'imagine, j'espère, est-ce qu'on est fidèle? Est-ce qu'il y a des choses qui sont peut-être intraduisibles? Quelle est la porte d'entrée? Par où on rentre dans un roman? C'est peut-être plus comme un parfum. Voilà, j'imagine pas ça comme quelque chose de totalement mécanique. Parlez-nous de votre travail, tout simplement. Pendant des années, j'ai pensé que la traduction littéraire était un exercice qui échappait à la loi de la théorie. Je ne sais plus qui a dit que rien n'a plus d'effet pratique qu'une bonne vieille théorie. Mais quelle bonne vieille théorie peut produire des effets pratiques dans l'artisanat de la traduction littéraire? Je ne sais pas. Donc je ne voyais dans la traduction littéraire qu'une pratique qui ne supportait pas, par définition, de discours sur elle-même, voire de réflexion sur elle-même. Bon, évidemment, c'était comment dire, je me dérobais. Je pense que il y a plusieurs choses. Il y a c'est une technique. La traduction littéraire, c'est une technique qui requiert une très très grande discipline linguistique, lexicographique, grammaticale. C'est un sacerdoce de ce point de vue-là.
Et quelques matières qu'on traduise, quelques textes que ce soit, quelques niveaux de texte que ce soit. Un texte médiocre et mal écrit requiert peut-être encore plus, je dirais, de compétences linguistiques et techniques, parce que c'est à peu près, qu'on trouve parfois dans certains textes, virgule, même excellent, on ne peut pas le reproduire, sauf à s'exposer aux reproches justifiés qu'on a fait un mauvais texte. Donc je crois que la dimension technique, la maîtrise de la grammaire, au mauvais sens du mot, si je puis dire, est quelque chose d'essentiel, raison pour laquelle mieux vaut peut-être être un vieux traducteur qu'un jeune traducteur. Donc c'est une première chose. La deuxième, c'est évidemment le style, le registre de langue. Et il faut répondre à ce style par un registre juste, qui est quelque chose aussi d'immensément délicat, parce que je me suis intéressé, par exemple, beaucoup à la prose nature, mais aussi à la prose dite rurale, cette prose paysanne, qui était l'œuvre d'écrivains, trait d'union, paysans, dans un registre de langue, évidemment. Et tout de suite, c'est une question très difficile, parce que ces expressions paysannes, comment les faire sonner en français? Le risque existe, toujours immense, et presque toujours présent, qu'on traduise une expression paysanne par une expression à la paysanne. Surtout que les traducteurs, pour leur malheur, sont des gens des villes. Et que souvent ça sonne faux. Et ça sonne faux est quelque chose de terrible. Quand j'essayais de faire sonner dans mon oreille la langue qui était celle, par exemple, de ma grand-mère, puisque j'ai ces racines-là, ben, je voyais que ça clochait aussi, parce qu'on ne fait pas parler le patois poitevin, un paysan de l'Altaï. Donc il y avait une authenticité qui était celle du patois de mon enfance, mais il y avait une distorsion et une imposture. Et je l'ai découvert aussi beaucoup ensuite en m'intéressant à ce qu'on peut appeler pompeusement le nature writing, comment écrire la nature dans la langue française, qui en plus telle qu'elle existe aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, est la langue des rois, telle que fabriquée par la Renaissance. Donc ces choses-là sont immensément délicates et casse-cou, mais c'est le choix d'une tonalité, du registre de style, qui la compréhension du style et du juste registre est quelque chose de fondamental. Et puis, troisièmement, c'est un petit peu chamanique, quoi. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'un chaman? C'est quelqu'un qui résout un problème, une douleur, un conflit, en parlant avec les esprits. Donc on a un petit peu ce rapport avec ce rapport-là avec l'œuvre. Je pense que souvent, au traducteur que je suis, on me demande mais comment dirait-on ça en français ou comment dirait-on ça en russe? Et je suis infoutu de répondre en général. Je me suis longtemps demandé pourquoi. Ensuite, j'ai compris que il fallait que je sois à mon bureau
dans cet état de transe chamanique, qui n'est pas un état surnaturel d'inspiration, mais il y a cette dimension un petit peu comme ça, voilà, un petit peu ésotérique. J'ai pas de théorie construite en fait, en réponse à votre question, cher mon frère. Non, mais c'est pas une question piège, mais c'est une curiosité. Je la complète juste avec une autre question, savoir est-ce qu'il y a des écrivains ou des écritures où tout est évident, où il y a justement quelque chose du registre de l'évidence, où il y a une porte d'entrée qui est tout de suite voilà, trouvée, je sais pas, une sorte d'adéquation, où le tube, comme ça, le tube chamanique, est là, tout de suite, s'ouvre tout de suite. Mais oui, c'est ça. Il y a un écrivain français que j'aime beaucoup, François Cavana, qui, pour parler de ses moments d'inspiration, écrivait ceci: ça coule tout seul par la manche de ma chemise. Alors moi qui vous parle, jamais n'a rien coulé par la manche de ma chemise. S'il y a des questions, n'hésitez pas à vous saluer. Par rapport à Derzouk, justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette traduction? Est-ce que ça a été facile, difficile? Est-ce que c'est du langage militaire cru? Est-ce que c'est du langage, justement, d'une partie scientifique aussi? Parce qu'il parle beaucoup de botanique, il parle beaucoup du support sur lequel il marche, il parle des pierres, il parle de tout ça, c'est assez étonnant. Et c'est très bien documenté d'ailleurs en latin, toutes les plantes sont nommées en latin. Je trouve ça super. Comment ça s'est passé pour traduire tout ça? Quelle belle question. Je dirais que c'est un texte un peu mystérieux. Parce qu'il est dans une sobriété narrative revendiquée. Arsenieff, quand il s'est mis à l'écriture de ce texte, n'a pas dit attention, poussez-vous, je vais faire de la littérature. Il n'était pas dans cette pose, ni dans cette posture, même s'il était lui-même imbu de lecture, et que son école, ça aura été ses lectures, en vérité. Et ce livre-là, en plus, avant d'avoir été écrit, il a été vécu. Et après avoir été vécu et avant que d'avoir été écrit, il a été raconté. Arsenieff était ce qu'on dirait aujourd'hui un conférencier. Et combien de personnes, à la lecture de ce livre, lui ont dit, ou ont écrit, ou ont témoigné, ah oui, ben ce livre-là, avant de l'avoir lu, on l'a entendu de la bouche d'Arsenieff, qui s'était assigné à lui-même cette mission de propager son savoir et son vécu, comme on disait à l'époque, auprès des masses. Dans l'extrême-orient russe, mais aussi à Saint-Pétersbourg quand il y allait, dans les réseaux de la Société russe de géographie, il y avait comme ça des rencontres où il racontait son dirsou, où il racontait... Et je crois que c'est important parce que cette narration orale, telle qu'il l'a développée, élaborée, aura préparé son travail d'écriture. Et quand il écrit, il y a comme ça, je vais me répéter, une sorte de sobriété au sens où il ne cherche pas les fioritures, ce qu'on pourrait appeler les effets de style, ou les phrases longues. Non, il est dans le déroulé. Il est dans le déroulé de... il est dans le déroulé de cette narration telle qu'il a pu la répéter, comme ça, et ces répétitions ont participé d'une élaboration de son récit écrit. En même temps, Arsenieff est un grand promeneur, mais il n'est pas qu'un promeneur, c'est un explorateur. Et dans son esprit, explorer, c'est décrire, c'est mettre en mots ce qu'on découvre, et c'est mettre
un mot sur chaque chose, un mot juste. D'où cette floraison de mots précis qui ont trait à la botanique, à la géologie, à la zoologie, à la faune, à la flore, que sais-je encore. Des mots aussi de géographie, des mots d'astronomie, et là il a un culte total, je dirais presque religieux, même si le mot est mal choisi, du mot exact, parce que il est là pour déflorer des terres dans l'extrême-orient russe qui n'appartiennent pas encore à la science, on peut dire européenne, à la cosmographie universelle. Il faut les faire entrer dans la cosmographie universelle. C'est pas rien, c'est une mission. Et donc passer à côté d'un arbre ou d'un brin d'herbe sans lui donner son nom exact, c'est dans son esprit, c'est profaner quelque chose. Donc il y a ce besoin chez lui. Et qu'il concilie d'une étrange façon avec le promeneur et le rêveur qu'il est. Des scènes de bivouac, il y en a des milliers dans le bouquin, avec à chaque scène son coucher de soleil, le crépitement particulier du feu, le mouvement comme ça des flammes qui strient l'obscurité et qui font danser les formes fantasques de la forêt qu'il y a derrière. Il y a eu cette tentation chez les éditeurs, y compris les éditeurs soviétiques, de dire on va mettre bon ordre dans tout ce foisonnement en taillant. Un coucher de soleil, ça va 5 minutes, mais pas tous les bivouacs. Et des noms d'herbes ou d'arbres dans la botanique latine, doucement. Voilà. Et cette obstination qu'il met l'auteur à décrire la flore qui l'entoure, même réponse, ça va 5 minutes, mais pas trop quand même, merci. Et donc il y a eu des coupures. Et ce texte a fini par saigner de 1000 coupures qui ont été faites pour des raisons différentes. Il y a une dimension politique aussi à la censure dont ce texte a souffert, mais il y avait cette motivation éditoriale. Mais quand on coupe toutes ces choses-là, on n'a pas le même récit, y compris, je dirais, dans sa charge dramatique. Il y a un exemple que je signe dans la petite préface que j'ai faite. Il y a un moment où, pour traverser un espace de taïga vierge, le détachement d'Arseniev s'attache les services d'un Russe qui habite un village sur place et qui appartient à la communauté religieuse des vieux croyants. Donc une communauté schismatique depuis le XVIIe siècle, et comme ces gens étaient réprimés, ils ont fait de la taïga leur terre d'asile. Et le vieux croyant conduit le détachement à travers la taïga, il se paume, il n'y a plus rien à manger, ça devient dramatique et on va mourir. Et chaque soir, on se demande si le lendemain, on aura la force de repartir. Et c'est dramatique comme moment. Et donc, dans les éditions précédentes, on ne voit que ça. Alors que dans la version intégrale, celle qu'on a là, on voit qu'au moment où son détachement va mourir, qu'est-ce qu'il fait Arseniev? Il fait de la botanique latine. Il consigne dans son carnet les noms des plantes, des essences d'arbres, etc., qu'il y a autour de lui, etc. Donc on est à la fois dans ce travail d'explorateur scientifique et en même temps dans ce contexte dramatique.
Sauf que le contexte dramatique, mis en regard avec l'obstination du savant à consigner la botanique dans son journal de route, prend un relief tout à fait différent. Ce qui n'est pas facile non plus, c'est que je parlais de cette sobriété, il déroule comme ça un récit qui est, comment dire, sans fantaisie apparente, je l'ai déjà dit, sans recherche de style, sans effet, ni quoi que ce soit. Il est très classique, quoi. Très classique, mais en même temps très épuré. Et le danger à la traduction, c'est qu'on se dise, voilà, on est dans un récit classique. Donc il y a les lois du récit classique, il y a le passé simple, il y a ceci, cela. Mais très très vite, et le français a ce travers, on peut verser dans quelque chose de surécrit, et pour le dire autrement, de trop littéraire par rapport à ce récit épuré, et finalement assez sobre, mais en même temps très concentré, qu'Arseniev, comme narrateur, déroule dans son livre. Donc on a un devoir comme ça, ce devoir permanent de ne pas surécrire, pour être aussi dans ce naturel, dans cette économie des moyens, qui était le credo narratif de Vladimir Arseniev. Je continue par rapport à ce que dit. C'est qu'en fait, Arseniev dit qu'il écrit tous les soirs dans il a une sorte de, je sais pas comment ça s'appelle, un livre privé, enfin un livre où il explique un petit peu tout ce qu'il dit dans la journée. Il appelle ça son journal. Le journal, voilà. Et en fait, donc il a repris tout ça à la fin de ce parcours, ou est-ce qu'en fait ça a duré plusieurs années avant qu'il écrive ce livre? Est-ce qu'il a... Comment c'est passé? Enfin, c'est une saluche. Alors, c'est un travail à plusieurs étages, parce que il y a son journal de route, et ensuite, quand il rentre d'expédition, il passe plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à reprendre ses journaux et à les réécrire. Ça donne quelque chose de plus structuré et de plus rédigé. Mais dans ce même journal, il colle notamment les dessins qu'il fait. C'est un produit un petit peu hybride. Et ce qui s'est passé, c'est que les deux grandes expéditions qui sont au cœur de ce récit qui est un roman aussi, il faudra dire comment et pourquoi. Ces deux grandes expéditions, c'est 1906-1907. Et une première expédition, 1902. Donc il y a comme ça 3 moments. Et en vérité, le travail d'écriture du roman Vladimir Arseniev, tel que vous le voyez là, il s'est fait à partir des années 1910. Il y a eu un moment où Arseniev a été, on pourrait dire, placardisé. On a cessé de lui confier des missions d'exploration et il s'est réfugié dans l'écriture. Grâce à quoi on a le livre que vous voyez. Donc ça s'est fait d'une manière rétrospective sur la base d'une matière première qui était son journal de route, quand bien même ce journal de route aurait été réécrit dans les semaines suivant chacune de ces expéditions. Il y a eu aussi un travail, finalement, sur lequel Arseniev lui-même ne s'est jamais expliqué, de mise en fiction de la chose vécue, qui donc a été romancée. Et pourquoi ça? Bien parce que l'idée d'Arseniev était de placer au centre de son récit Dersu Uzala. Mais pour servir le portrait qu'il allait faire de ce personnage, il a travesti la réalité. Il a fait notamment une première série d'expéditions en 1902
au cours desquels il n'a pas connu Dirsu Uzala. Historiquement, il a connu Dirsu Uzala en 1906, entre guillemets, seulement. Mais dans le livre, la première rencontre, il l'a placée en 1902. Et donc, dès 1902, il installe un personnage qui entre dans le livre, on va employer un terme de cinéma, en crevant l'écran. Et qui, assez vite, quelques chapitres plus tard, sort du récit comme il y était entré. Mais pour autant, sa présence habite quand même les pages suivantes, qui sont d'ailleurs assez longues. Donc par cet effet-là, Arseniev, il a employé une technique de romancier. Il a introduit un personnage, il a retiré le personnage du récit, mais ce qui domine, c'est le manque de ce personnage, la nostalgie de ce personnage. Nostalgie chez le narrateur et nostalgie chez le lecteur. Et donc dans les chapitres qui suivent, c'est mais quand est-ce qu'il revient? Surtout que les chapitres qui suivent sont aussi des chapitres où s'installe une problématique de survie. Et la seule réponse qui soit à cette problématique, c'est « Ah, si Dirsu était là ». Donc il y a un effet, disons, un effet d'attente, qui dit attente dit suspense, parce que finalement c'est le même mot. Et là, Arseniev fait œuvre de romancier. On peut le vérifier aussi quand on collationne certaines scènes, telles que décrites dans son journal de route, et telles que reproduites dans son récit romancé. Et là, on voit si les couleurs sont les mêmes ou pas, si que le personnage de Dirsu Uzala est quand même à bien des égards, malgré une base documentaire et factuelle avérée, est quand même à bien des égards un personnage fantasmé, donc romancé. Romancé et je dirais idéalisé, puisqu'on a d'autres témoignages de ce même bonhomme, et notamment de la femme Anna d'Arseniev, la première femme, qui pour tout dire ne pouvait pas le voir en peinture. Cette fameuse, ce fameux épisode de Dirsu Uzala vivant à Khabarovsk, dans l'appartement d'Arseniev. Il y a des lignes désastreuses de Anna Arsenieva, disant que d'abord il sent mauvais, qu'il ne sait pas se tenir à table, qu'il est toujours le cul par terre, et que sa pipe ne quitte pas sa bouche, et, bon, et le reste à l'avenant. Rien de tout cela ne transpire sur la plume d'Arseniev. Parce qu'il en est des romans d'amitié chez Arseniev, comme des romans d'amour. On idéalise la personne aimée, sinon il n'y a pas d'amitié. Et il est sincère en faisant ça. Donc, Dirsu va mourir en 1908, hein. Mais 20 ans plus tard, Arseniev, se sentant lui-même mourant parce que menacé, dira vivement que j'aille rejoindre Dirsu. Donc c'était... Dirsu a été le moteur de son existence, il ne faisait pas semblant. Il faisait pas, et d'une façon assez curieuse, Arseniev, qui a passé de longues années sur ce livre, on peut dire que ce livre est le fruit de 10 années d'écriture, il ne s'est jamais expliqué sur cette manipulation littéraire, si je puis dire, qu'il a fait de son sujet. Et en même temps, il a eu à cœur de faire un livre d'exploration. C'est pour ça que ce livre-là, on ne peut pas le définir. On peut le lire comme un livre d'aventure. On peut le lire comme un western, ou plutôt comme un eastern.
On peut le lire comme un livre de botanique, comme un livre d'exploration cosmographique. On peut le lire comme un roman d'amitié. C'est rien de tout ça, mais en même temps c'est tout ça ensemble. C'est une matière assez curieuse et je redis le mot, est un petit peu mystérieuse. Et je crois que c'est un livre qui aujourd'hui a 100 ans, mais comment expliquer autrement la longévité de ce roman et les dizaines de millions d'exemplaires qu'il a générés à travers plusieurs générations de Russes, mais pas seulement de Russes. Comment l'expliquer autrement que par ce mystère, parce qu'après tout, un chef-d'œuvre, c'est un mystère. D'ailleurs, Kurosawa, lui, il a dû sentir le mystère dans ce bouquin, puisque son film est un... Alors, très belle remarque, Kurosawa, c'est... l'acteur qui joue Arseniev dans le film de Kurosawa, donc 1975, c'est Yuri Solomin, toujours vivant, et qui me disait ceci. Kurosawa, quand il a tourné, il a tourné beaucoup d'épisodes un petit peu western, quoi. Des batailles, il y a notamment des échauffourées avec des Chinois qui sont des espèces de mandrins qu'on appelait les barbes rouges, les Hurunsé. Il y a un côté comme ça, brigandage, western, etc., que Kurosawa avait l'intention d'exploiter. Donc ils ont tourné plein de scènes de western. Ça castagne, ça se bagarre, les balles sifflent dans tous les sens, avec des ours, avec les tigres, avec plein de choses comme ça. Et puis finalement, rien de cela ou presque, sauf peut-être la scène du tigre, mais elle est tout en retenue, n'est resté dans le film. Et au contraire, Kurosawa a cultivé l'art du silence. Dirsu dit quelque chose dans le film, et puis la flamme qui crépite devant lui. Puis ça dure, le temps que ça dure, et tant pis. Il y a eu comme ça une sorte de retournement qui s'est produit dans la conscience de Kurosawa. Il a tourné le dos au film d'action et il a fait un film construit sur le silence. C'est très intéressant de comparer ce film avec l'autre, le premier. Je vais préparer des extraits oui. pour qu'on... Non, Oui, alors bon, on va le montrer, je pense que c'est assez parlant, mais le premier film, 1961, un réalisateur soviétique, Babayan. Il a tourné Dirsu Uzala aussi. Et c'est un bon film d'ailleurs. Et notamment, c'est un très bon film animalier. Il y a chez Arseniev, là, dans Dirsu Uzala, un passage absolument étonnant. Il est Arseniev, le narrateur, est avec des indigènes, et notamment avec Dirsu. On est à l'automne, et c'est la saison du Bram, chez les cerfs Wapiti. Et entre en scène un tigre. Mais le tigre, on ne le voit pas. Et comme c'est le Brahme, on entend les cerfs qui brament. Et à un moment donné, il y a Dirsu qui dit mais ce Brahme est celui d'un tigre, qui plutôt que de feuler, pour attirer et déjouer les cerfs, fait semblant d'être un cerf. Et de fait, en bramant, le tigre fait venir à lui les cerfs, et au moment fatidique, le tigre saigne les cerfs. C'est pas rien comme scène animalière. Babayan a réussi à tourner ça. Mais en même temps, chez Babayan, il y a
la conduite de la narration par d'autres moyens que le cinéma. C'est-à-dire, quand il y a des silences, quand il y a une marche, du détachement, on entend la voix du narrateur, qui est aussi donc celle du romancier, et qui en gros vous explique ce qui se passe. Chez Kurosawa, il n'y a pas ça, on vous explique rien. Ce qui se passe est contenu dans ce qu'on voit à l'écran. On passe le premier extrait de ce... Donc Babayan, 1961. Alors ça, c'est moi ce que j'appelle, c'est presque freudien comme appellation, c'est la scène originelle. C'est-à-dire la scène où Arseniev va rencontrer Dirsu Uzala. Dirsu Uzala débarque au bivouac. Donc dans la vraie vie, dans le journal, c'est 1906. Dans le roman, c'est 1902, puisqu'il a décidé de nous présenter Dirsu Uzala presque d'entrer dans le roman, pour qu'ensuite on s'ennuie de lui et que nous, lecteurs, nous l'appelions de nos voeux et que nous attendions son retour sur scène. Scène originelle aussi parce qu'on peut la comparer telle que décrite dans le journal de route, telle que traitée cinématographiquement par Babayan et telle que retraitée ensuite par Akira Kurosawa. Здравствуй, капитан. Здравствуй. Садись к костру. Гостем будешь. Спасибо. Туртыгин, достань еду. Гость с дороги. Спасибо, капитан. Моя ошибка, хочу кушать. Моя сегодня ничего не кушает. Держи. Ты кто же будешь? Китаец или кореец? Моя боль. Охотник? Угу. Я всегда охот ходить. Другой работы, понимаю, нету. А живешь где? А я дома нету. Все давно помирают. Теперь моя один живет. По тайге ходи. Ночь настала. Огонь клади. Палатка делай. Ложись, спи. А зовут тебя как? Дирсу Узала. Bon, je n'ai pas osé traduire par-dessus parce que j'aurais eu l'impression de profaner quelque chose. Mais c'est une scène très simple. Il arrive, on lui demande qui il est, à quoi il répond qu'il est chasseur, où il vit, où est sa maison, à quoi il répond qu'il n'a pas de maison, que sa maison c'est la taïga, et qu'il s'appelle Dirsu Uzala. C'est voilà. Ce qui est important, je crois, c'est de voir que le dialogue du film est celui du livre. Et qu'ensuite, vous allez voir, là, dans les secondes qui viennent, la même scène tournée par Kurosawa, avec un dialogue qui est mot pour mot le dialogue du livre. C'est intéressant parce que ça veut dire que le cinéaste, quand il passe derrière le romancier et qu'il doit mettre en dialogue cette scène, ne trouve pas d'autre moyen que de reprendre la scène écrite par Arseniev. On peut dire les choses différemment. C'est que Arseniev écrit un roman, mais il écrit aussi un film. Et que son livre est aussi un film. Mais la preuve, c'est que les cinéastes n'ont pas pu le traiter autrement que ne l'a fait l'écrivain lui-même. Des silences, hein, vous voyez, qui n'en sont pas d'ailleurs. Ты кто будешь-то? Китаец? Кореец? А я боль.
моя все время на хот-ради. Другой работы нету. А живешь где? А я дома еду. Сколько живи. Лаган делай, спим. Как дома живи. Voilà. Une même scène jouée 3 fois dans le roman, chez Babayan, chez Kurosawa. Et là, justement, en reprenant le texte de l'écrivain, il a décidé de faire un plan large, fixe, contrairement à la séquence d'avant où c'était découpé. Je sais pas. Je pense qu'il a voulu justement laisser la pureté libre. Arsenieff est de dos. Arsenieff est de dos, donc il se met à la place d'Arsenieff. Il y a une chose qu'on ne comprend pas du tout, parce que là, malheureusement, ce n'est pas traduit, c'est que le langage de Derzouk Sana, il n'est pas normal. C'est pas quelqu'un qui fait des phrases correctement, il avance des mots, avec 2 mots on comprend. Je veux dire, il est en dehors de ce groupe militaire là, qui... Ça, c'est une... c'est un moment comme ça vital du roman, c'est que il parle il parle une langue qui est la langue du chasseur sibérien qui fait du troc, qui est une langue comme ça bricolée un petit peu, une sorte de sabir. Et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. D'abord, c'est que la langue parlée par Dirsou dans le film est la langue parlée par lui dans le roman. Mais aussi la langue qu'on trouve ce sabir sibérien des chasseurs indigènes. Ensuite, quand tous les livres qui touchent de près ou de loin ces mêmes personnages et ce même sujet, parus après Arsenieff, vont reprendre ce langage. Bon, il y a une donnée objective qui est qu'il existe bel et bien un sabir sibérien qui a été forgé par les nécessités du troc, avec un arsenal lexical, objectivement fabriqué par la nécessité des échanges et le contenu de ces échanges, ça c'est une chose, mais je crois qu'il y a aussi le fait que, avec la mise en mots de ce langage installé par Arsenieff, les auteurs qui l'ont suivi n'ont pas pu s'affranchir de ce même code. Dans la traduction, c'est très difficile. Il y a, ce qu'il faut savoir et que vous savez sans doute, c'est que en France, avant la guerre, ce roman a été traduit en partie, du moins une version abrégée du roman, un tiers du roman, une version comme ça, un petit peu digest. Ça a été traduit, c'est une traduction très honorable. Mais le langage de Dirsou, dans cette traduction, il est très littéraire. C'est un langage de salon, même les subjonctifs sont respectés. Donc, pour dire les choses autrement, Dirsou, dans la version Payot 1939, parle comme Madame de Staël. J'ai senti que c'était un problème, j'ai eu cette ambition, même si je n'étais pas du tout, je veux le dire solennellement, dans la démarche du traducteur qui dit « poussez-vous, j'arrive », je retraduis, et voilà moi. Je ne fais pas du tout ça, mais l'idée c'était quand même de donner une voix à Dirsou qui soit un petit peu la sienne. En même temps, sur quoi se baser? Sur quoi se baser? Et comme je n'avais rien
sur quoi me baser, je constatais que le résultat de ma traduction, c'était Tintin au Congo. C'était un petit nègre comme ça. Et puis j'ai constaté aussi beaucoup d'idées fausses, c'est-à-dire qu'il a une langue rudimentaire, Dirso. Donc on a envie de se dire une langue rudimentaire, avec des verbes, je dirais pas des verbes non conjugués, mais des verbes qui figurent dans la flexion la plus brute. En russe, c'est de l'impératif. Et j'étais parti sur cette idée complètement fausse que l'infinitif d'un verbe était sa version brute. Pas du tout, en fait. L'infinitif est une forme élaborée du verbe. Donc je suis parti sur plein de fausses pistes. Et il s'est produit avec mon éditeur la situation inverse de l'ordinaire. En général, c'est l'éditeur qui est le réviseur, si je puis dire. Et moi, j'ai fait souffrir un petit peu mon éditeur. Il y a François Lance qui est là. Et c'est important parce que je peux pas... quand on est tous les deux dans une pièce, je peux pas lui dire comme ça entre quatre yeux, mais là vous êtes là, donc ça me donne cette occasion de lui dire solennellement tout ce que je lui dois, sans qu'il l'interprète de travers, puisque vous êtes là. Je pense que j'ai dû le faire souffrir un petit peu en le priant instamment de relire tout le Dirso, je veux dire les répliques de Dirso, la parole de Dirso, et de vérifier à son oreille et aussi à son œil d'éditeur comment dire ça, François, la véracité du propos, la plausibilité du propos, si je puis dire. Donc ça a été... s'il y a eu un défi dans cette traduction, je pense que c'est en cela que ce défi consistait. Je complète ce que vous disiez par rapport à la traduction de la langue de Dersu. Et c'est vrai que moi, en le voyant, en ayant un peu quelques mots de russe dans l'oreille, je me suis surpris à comprendre, donc donc je suis très fier. Mais en même temps, être un peu gêné, la référence à Tintin au Congo me fait réagir aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette opposition, civilisation, homme de la nature, pas une sorte de gentil sauvage, parce que c'est pas ça, mais il y a, je trouve que le film et l'ouvrage, je pense surtout au film, flirte avec cette... on va voir, mais comment dire, à travers une langue qui est un peu déformée, un peu malmenée, se dire, bah oui, voilà, c'est un homme des bois qui maîtrise mal la langue de la civilisation, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là, alors que je pense que le roman ne veut pas aller dans ce sens-là, mais en même temps, je sais pas, on est un peu traversé aussi par ce sentiment-là. Je sais pas comment... Ce qui m'a marqué aussi, c'est que au moment même où le prince Pierre Volkonski, donc dans les années, je pense c'est paru en 39, dans les années 37-38, qu'importe, traduisait Dirsu Uzala, la version abrégée. On traduisait de l'anglais Autant n'emporte le vent, avec cette fameuse problématique de la langue des esclaves noirs et le parti pris qui a été fait à l'époque, et je pense que Volkonski ne pouvait pas l'ignorer, a été en gros de forger, de mettre dans la bouche des esclaves ce petit nègre français, mais qui était... ce petit nègre était une fabrication aussi coloniale. Il y a notamment des manuels à l'attention des colons qui étaient rédigés dans les années 1910 où on disait quel français parlait aux nègres. On va dire ça comme ça. Mais la recette linguistique qui était donnée n'avait rien à voir avec la langue de terrain. C'était une fabrication de l'esprit. C'était aussi une fabrication de l'esprit, donc une fabrication coloniale et une fabrication du mépris. Je pense que dans le Paris de la fin des années 30, Volkonski avait conscience de ça. Et s'il a mis dans la bouche de Dirsu une langue littéraire correcte, il a fait un parti pris de traduction
qui se justifie, c'est-à-dire qu'il a compris que le narrateur plaçait Dirsou à un niveau spirituel très élevé. Et en mettant dans sa bouche une langue comme ça élaborée, il a pensé servir le dessin, E-I-N. Il trahissait la langue, il trahissait le texte. Du narrateur. Je pense que ça se défend aussi. Alors qu'en fait, excusez-moi, alors qu'en fait, Derzou, quand il parle, il dit des mots parce qu'il a besoin de les dire. Il ne va pas parler pour ne rien dire. Et à la limite, s'il n'a rien à dire, c'est l'autre qui intervient. D'ailleurs, on le voit dans Feu de bois, c'est l'autre qui intervient en lui posant des questions parce qu'en fait, Derzou ne sort pas, il ne parle pas, quoi. Il ne dit que ce qu'il a à dire. Et il dit tout ce qu'il veut dire. C'est ça qui est impressionnant aussi, c'est que quand il a une idée dans la tête, je ne sais pas combien il a de mots, il en a peut-être 200, mais il exprime cette idée. Avec peu de moyens, il l'exprime, ce qui fait qu'on a une langue très pauvre et finalement une pensée élaborée. Dans cette pensée élaborée, il y a de la philosophie animiste qui transpire. Pour vous, le film de Kurosawa est très vous êtes inspiré du film de Kurosawa pour la traduction, ou est fidèle à l'âme? J'ai du mal à répondre, mais je dirais que quand on a vu le film de Kurosawa, on l'a dans la tête, et même le roman, avec les images qu'il fait naître dans l'esprit du lecteur, au fil de la lecture, tout cela se fait à travers le prisme du film qu'on a vu. On est piégé par Kurosawa. Oui, je crois. On a édité... C'est comme, moi je ne sais pas, pardonnez-moi mon frère, mais c'est comme, moi je ne sais pas, parler de Notre-Dame de Paris sans avoir Victor Hugo dans la tête. Je précise juste qu'on avait repressé donc Kurosawa. La copie n'est pas restaurée, je tiens à préciser, parce que quand on voit le film, on aimerait avoir une copie de très bonne qualité. C'est pas tout à fait le cas malheureusement, mais bon, on a la joie de redécouvrir le film, mais on se dit, voilà, quand est-ce qu'on pourra le voir encore dans une très bonne qualité? Mais il est là. Encore des questions, on peut s'arrêter là et puis continuer la conversation de manière un peu plus informelle. Il y a les ouvrages qui sont là, si voilà, vous les dédicacez. Vous êtes adepte de la dédicace ou... Alors, je ne suis pas Arsenieff, voilà, c'est ça. Mais comme rien ne m'arrête, je le signerai quand même. Voilà. Bon, Yves, je vous remercie énormément d'être venu parce que vous avez... C'est déjà fini? Non, mais on continue de manière un peu plus... Voilà. Il va y avoir un petit pot, un petit verre. Par contre, je sens que vous avez encore envie de dire des choses. Alors, est-ce que vous auriez encore envie de nous dire? Imaginons un feu, là. Voilà. J'ai envie de vous dire que d'abord je suis très ému par la lecture que vous avez faite de Dirsou et qui passe par vos questions, que ça m'émeut beaucoup. J'ai envie de dire aussi qu'Arsenieff est un immense personnage, que je l'aime beaucoup, et qu'il a aussi sa part d'actualité. Il a eu un destin tragique. Il s'est beaucoup battu à différentes étapes de sa vie. Il a eu beaucoup de chance, mais aussi il a rencontré beaucoup d'obstacles. À partir des années 1910, il avait dans les pattes la bureaucratie russe,
qui l'a empêché de réaliser ses vrais talents d'explorateur. Et puis après, la révolution bolchevique, c'était pas facile pour lui parce que quand la révolution bolchevique est arrivée, il était colonel de l'armée du tsar. Ça lui a valu de devoir pointer régulièrement, tous les mois, au commissariat, parce que c'était un élément de l'armée tsariste, donc pas fiable, et il avait une assignation, comme ça, de nature policière. Après, on a levé cette assignation pour loyauté, mais il a subi beaucoup de délations, de dénonciations. Il a dû s'expliquer devant les services secrets. Et il y a notamment un ethnographe qui fait partie un jour de l'une de ces expéditions et qui, par jalousie, allongeait des rapports contre lui. On appelait l'ethnographe au pistolet parce que il était enrôlé dans la Tchéka, donc la police politique de cette époque-là. Et des choses très difficiles. Il a eu le pressentiment de sa fin, je dirais le pressentiment de sa fin tragique. Donc le destin, qui est souvent un bon scénariste, a choisi de le faire mourir en 1930 de sa belle mort, avant qu'il ne soit trop tard. Mais déjà, ses amis, compagnons de route, de voyage, de pensée, étaient arrêtés, donc il y avait en lui ce pressentiment. Il connaissait la région par cœur, il connaissait donc les chemins qui pouvaient le mener vers la Chine, notamment la ville de Harbin, qui servait de destination pour les exilés et les réfugiés. Mais il a considéré qu'on n'échappait ni à son destin, ni à sa patrie, et qu'il devait rester. Il a laissé des lettres assez troublantes qui illustrent le déchirement interne qui le brûlait, notamment une lettre très touchante, quelques mois avant sa mort, où il dit si je pouvais, s'il n'était ma famille, il avait sa femme, Margarita, sa fille, Natacha, s'il n'était ma famille, j'irais m'enfoncer dans la taïga avec quelques indigènes qui sont mes amis, là où jamais personne, là où jamais l'État soviétique ne pourra me trouver. Donc il y avait ce désir de fuite, qui était aussi un refus du monde dans lequel il était. Il y a un grand mystère aussi qui est celui de son humanisme, parce qu'après tout, il a fait l'école des officiers, l'école des Junkers à Saint-Pétersbourg. Donc il a une formation comme ça, très militaire. C'est ses parents qui l'avaient mis là-dedans parce que, bon, son père était cheminot, c'était quelqu'un d'instruit, mais il n'était pas dans l'élite sociale. Donc l'armée pouvait payer ses études supérieures, en gros, c'est ça. Mais très très vite, on voit se faire jour une sorte de divorce avec la culture militaire. Il n'est pas bien dans l'armée, mais il va retourner cette situation se servant de l'armée pour être muté dans l'Extrême-Orient et devenir ce qu'il rêvait d'être, c'est-à-dire explorateur. Ses modèles, c'était Przewalski, Mikhail Komaklai, etc. Et donc, c'est un drôle de paradoxe finalement que ce militaire, pour dire les choses comme elles sont, antimilitariste, et puis cette incroyable, cette œuvre d'humanité qu'il fait toujours au quotidien. Quand on l'envoie en expédition, il est capitaine, mais il a investi de pouvoirs spéciaux. En gros, il a pouvoir de vie et de mort sur les soldats qui l'accompagnent et qui constituent son détachement. Mais il s'inscrit toujours comme chef d'expédition dans un mode, je dirais, entre guillemets, de management, de commandement, complètement anti-hiérarchique.
il y a une scène à laquelle je pense souvent. Avec son détachement, il se fait héberger dans une ferme chinoise, on appelle une fanza, c'est des colons chinois. Et les Chinois ne comprennent pas que le chef c'est Arseniev. Pourquoi? Parce qu'il y a dans les rangs du détachement un cosaque qui crie plus fort que les autres. Et au petit matin, pour faire son journal, Arseniev se réveille avant les autres et il demande aux Chinois de la Fanza de lui préparer le thé du petit déjeuner. Le Chinois refuse, parce que c'est pas le chef. Le chef dans l'esprit du Chinois, c'est le cosaque qui gueule. Et on voit Arseniev qui, plutôt, au lieu de dire le chef c'est moi, il réveille son cosaque. Dis-lui de me préparer le thé. La hiérarchie militaire ni autre n'est pas le moteur de son travail. Or, il est quand même à la tête d'un détachement. Il conduit ses hommes à la mort. La mort, elle est à toutes les pages. Et s'il est suivi par ses soldats, c'est parce qu'Arseniev, c'est Arseniev. Et plus tard, quand ces soldats seront appelés sur les fronts de la Première Guerre mondiale, ils lui enverront des lettres qui seront dictées à d'autres parce qu'ils sont illettrés. Donc il faut voir que 10 ans plus tard, les soldats ont cette fidélité à leur chef qui se traduit par des lettres qu'on écrit des fronts de la Première Guerre mondiale et auxquelles Arseniev répond. Donc voilà, ils sont là devant les Allemands et pour tout dire devant la mort, ces soldats. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent à Arseniev, qui se trouve encore empêché à Vladivostok. C'est un grand humaniste. Il y a une histoire aussi très troublante qui est celle de sa deuxième femme, Margarita, qui est à moitié française. Et en vérité, c'est à sa deuxième femme qu'Arseniev doit d'avoir pu éditer Dir Souzala, qui est paru en 2 volumes, 1921-1923, parce que le père de Margarita, qui était un industriel, on dirait aujourd'hui, a sponsorisé l'édition. On peut dire que c'était une édition à compte d'auteur, chez un éditeur, mais à compte d'auteur, c'est son beau-père qui a payé. Et après, donc, dans les années 20, il n'y a pas eu d'autres éditions, sauf les éditions caviardées ou les éditions abrégées. 1926, ensuite 1928, etc. Donc la grande bataille de la famille sera de lutter pour obtenir une réédition intégrale du roman Dir Souzala. Chose qui ne se fera jamais, sauf en 2007, et puis maintenant dans la version française que vous avez là devant vous. Donc ça a été un combat très difficile, et quand Arseniev est mort, Margarita a pris sur elle de reprendre le flambeau et de se battre pour ça. Bon. Mais Arseniev mort, il y a eu une campagne, il a été dénigré, considéré qu'il n'était pas dans la ligne et qu'il pratiquait de la mauvaise ethnographie. Donc il y a eu comme ça des articles contre lui dans la presse. Et ça s'est traduit par l'arrestation de Margarita, une première fois en 1934, et son emprisonnement pour 1 an. On est déjà dans les années Staline. Donc on veut lui faire avouer qu'en vérité, son mari travaillait pour l'intelligence étrangère, notamment japonaise, et on veut la faire condamner parce qu'elle est la femme d'un prêtre à la patrie. Et Margarita s'est battue comme une lionne, elle n'a jamais fait d'aveu. Le procès stalinien, la règle du jeu, c'était de faire des aveux avant que d'être passé par les armes. Et elle a miraculeusement gagné cette épreuve. Et sortant de prison, elle est allée jusqu'à Moscou, elle avait des amis, on lui a donné ce conseil de se faire oublier parce qu'à Vladivostok, pour dire les choses d'une façon familière, elle était grillée. À quoi elle a répondu que non, que sa mission c'était d'aller jusqu'à la réédition de Dir Souzala. Donc elle est rentrée à Vladivostok où elle a retrouvé ses délateurs et tortionnaires et autres, de nouveau arrêtés en 1937,
et fusillée en 1938. Donc quelque part, elle est morte pour ce livre. Quand nous avons envoyé ma version traduite de Dirceu Uzala à Vladivostok et aux gens de la Société russe de géographie, l'un de ceux qui m'ont beaucoup aidé, a eu tout de suite, en recevant ce livre, a eu tout de suite ce commentaire: de là où elle est, Margarita lui dit merci. Il y a comme ça, chez Arseniev, il y a cette épaisseur, il y a cette dimension, il y a un humanisme. Et c'est un humanisme tragique, puisqu'il l'a payé de sa vie et de celle de sa femme, sans parler aussi de sa fille, puisque une fois sa mère assassinée en 1938, sa fille, à son tour, a été arrêtée. On l'a accusée, elle, mais c'était une accusation mensongère, d'avoir organisé un bordel privé chez elle. Et elle en a conçu évidemment une immense amertume, une amertume assez agressive. Et ce qui lui a fait dire publiquement que le sigle russe URSS, en russe SSSR, ça se déchiffrait comme Smert Stalina spasiot Rossiya, la mort de Staline sauvera la Russie. Réponse disant Goulag. Oh. Et elle est morte brisée à l'âge de 50 ans en 1970. Et donc il y a cette tragédie, mais il y a aussi cet humanisme, il y a aussi ce plus grand roman d'amitié de tous les temps qui est Dirceu Uzala, il y a cette immortalité et du livre et de son auteur. J'ai une dernière question. Enfin, au sujet des photos qui sont dans le livre, qui prenait les photos? Arseniev, un membre de son groupe, et où sont-elles maintenant, ces photographies? Alors c'est Arseniev qui prenait les photos, sauf les photos sur lesquelles il figure. Il aurait pu mettre un pied, mais bon. Il aurait pu mettre un pied, non. Bon, il avait notamment il y a un certain Bordakov qui figure dans le livre et qui prenait aussi des photos pour lui. Et en fait, ces clichés, et ils se trouvent aujourd'hui dans des archives de ce qu'on appelle l'OIAK, Общество исследования Амурского края, la société d'études de la région de l'Amour, qui fait partie de la Société russe de géographie, sa section extrême orientale. Ça, c'est des archives, et tout ça est là-dedans. Donc, la plupart des images que vous pouvez voir dans le livre sont à ce jour inédites. C'est parce qu'on s'est attaché à la complicité des gens de la Société russe de géographie de Vladivostok qu'on a pu les publier dans l'ouvrage. Il y en avait beaucoup, les photographies de ces expos? Oui, il y en a beaucoup. Enfin, rien que nous, on en a reçu plus d'une centaine, je pense. C'est l'occasion d'une belle exposition. On vous dit ça, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui se passe ces jours-ci. Mais bon, le fait même de la parution en français de ce livre, peu avant le 24 février fatidique, je recevais un mail de l'organisateur d'un qui m'invitait pour le mois de septembre à Vladivostok. Que Arseniev paraisse en français, ça veut dire beaucoup. Pour moi, mais pour eux aussi. Juste, voilà, si vous avez envie d'en parler, on peut parler un peu avant la discussion. Et quel regard vous avez là sur ce qui est notre actualité, ou comment vous, en tant que traducteur, xénophile, j'imagine que vous êtes très douloureux, mais quel est votre regard là-dessus? Une immense tristesse. Je n'imagine pas de quelle façon ça peut être réparé.
façon, ça peut être arrêté. C'est une situation très critique. C'est une situation très dangereuse et complètement fratricide parce que Russes, Ukrainiens, d'une certaine façon, mais pas dans le sens où il l'entend. Poutine a raison de dire que c'est le même peuple, dans le sens où il y a une intimité de culture. Mais la déchirure est faite, elle est irréversible. On ne peut pas imaginer que ça puisse se raccommoder. Je ne vois pas ce qu'aurait pu arriver de pire à l'Ukraine et à la Russie. Il y a une situation aussi un peu étonnante, un peu énigmatique, c'est que le Kremlin fait à l'Ukraine ce grief d'étouffer la langue russe. Et franchement, je ne comprends pas. La dernière fois que j'ai traversé l'Ukraine, c'était avec ma vieille voiture. On venait de Russie, c'était il y a 2 ans maintenant. Et on s'était dit dans la voiture, j'étais en famille, on ne parle que français dès qu'on entre en territoire d'Ukraine. Parce que quand on vient de Russie, qu'on entre en Ukraine, il y a beaucoup de haine installée médiatiquement à l'encontre des Ukrainiens. Donc, quand vous allumez la télé, vous vous sentez remplir comme ça de détestation à l'encontre du peuple ukrainien. Et même s'il y a une lampe qui s'allume, nourrie par votre esprit critique, qui vous dit ne te laisse pas gagner par cette haine, quelque part, ça vous oblige, quand vous passez la frontière de la Russie à l'Ukraine, à vous interdire à vous-même de parler russe, parce que vous allez vous faire égorger, quoi. Donc on passe la frontière, et la ville la plus proche est la ville de Soumy, qui aujourd'hui d'ailleurs est sous les bombes. Et en descendant de voiture, pour la nuit, pour un hôtel, c'était une belle soirée d'été. Tout le monde autour de moi ne parlait que le russe. Quand je me présente à l'hôtel là-bas pour régulariser votre inscription d'hôtel, il faut le passeport. Donc je présente un passeport français. La réceptionniste me félicite de la qualité de mon russe dans la ville ukrainienne de Soumy, où la télévision russe m'avait promis d'être égorgé. C'est un peu... Et après, l'étape suivante, c'était Kiev. On était chez une copine de Kiev, dont la famille est à Paris depuis cette nuit, d'ailleurs, pour des raisons que vous imaginez. Mais là encore, c'était la fin de l'été, une soirée d'août, et ils habitent dans des bars d'habitation un peu comme ça de la banlieue résidentielle de Kiev. Donc c'est des bars qui sont carrés, il y a une cour au milieu, et puis les gamins qui jouent dans les bacs à sable. Et les mamans qui sont sur les balcons et qui engueulent les gamins, comme il se doit, comme de juste, qui font des bêtises dans les bacs à sable, quoi. Mais tout ça en langue russe. Voilà. Juste peut-être 2 mots sur le livre que vous avez écrit qui m'a interpellé, le grand voyage que vous avez écrit, qui n'existe pas, que vous avez créé. Vous en avez parlé au début. C'est l'exploration de la Sibérie. Oui, ça doit être ça. Oui, ça doit être ça. L'exploration de la Sibérie, c'est en résumé, comme je le disais, ça a été toute une épopée. Je me suis dit, il faut la faire connaître. J'ai cherché un livre qui la raconte, il n'existait pas, donc avec un grand copain, Antoine Garcia, on a passé 2 ans à écrire, à reconstruire les grandes étapes de cette épopée incroyable de la Russie au Pacifique. Donc
au départ, au XVIe, surtout XVIIe siècle, le grand protagoniste de cette conquête, c'était le Cosaque, un petit peu le conquistador de cette époque-là, et c'était la ruée vers l'or, mais l'or doux, c'est-à-dire la pelleterie, la fourrure, Marthe, Zibeline, etc. C'est ça qui faisait marcher les Cosaques vers l'est. Et en fait, un peu comme chez le poète, comme un vol de Gerfaut hors du charnier natal, fatigué de porter leur misère au thème de Palos de Moguer, où ces capitaines partaient ivres d'un rêve héroïque et brutal des Cosaques, c'était exactement ça. Puis après, 18e siècle, sont venus les empereurs, cosmographes, Pierre Ier d'abord, parce que Pierre Ier, lui, c'était l'européisation de la Russie, mais c'était surtout faire de l'Empire russe qu'il a créé en 1722, c'était en faire une puissance entre l'Ouest et l'Est. S'il a dépêché Bering vers le détroit de Bering, c'était justement pour achever la configuration extrême orientale de l'Empire qu'il était en train de construire. Est-ce qu'il y a un isthme qui rattache l'Empire de Russie à l'Amérique ou est-ce qu'il y a un détroit? Il y avait un enjeu, comme diraient d'autres, géopolitique considérable. Ensuite, au fil du siècle, jusqu'à Catherine II aussi, qui a achevé ces grandes conquêtes savantes, cosmographiques, je dirais, du XVIIIe siècle. Après, au XIXe, ça aurait été la conquête par le peuplement et par l'industrialisation, mais aussi par l'univers carcéral qu'a remplacé le colon russe. Et puis, le moment est venu aussi où, au XXe siècle, il s'inscrit dans cette tradition à la fois carcérale et industrielle du XIXe siècle. On a vu des nostalgiques de cette grande époque désormais révolue où il y avait encore des zones blanches à découvrir sur les cartes, il y avait encore des terres vierges à conquérir, à cartographier. Et c'est Arseniev d'ailleurs qui a résumé la chose d'une belle manière en disant que reste-t-il à l'homme maintenant qu'il a conquis, cartographié, topographié cette immense masse continentale qui court jusqu'au Pacifique? Que lui reste-t-il à découvrir? La réponse qu'Arseniev a donnée désormais l'objet de l'exploration, ce sera lui-même. L'objet de sa découverte, ce sera lui-même. Toute cette pléiade d'explorateurs d'un genre nouveau qui, plutôt que d'aller jusqu'au bout d'une terre, allaient jusqu'au bout d'eux-mêmes par leur voyage et les prouesses qu'ils s'assignaient à eux-mêmes. Très bon mot de la fin, je pense. Vous pouvez poursuivre la discussion avec Yves, je pense qu'il sera ouvert à ça, mais on va tout simplement vous remercier, Yves, d'être venu et de nous avoir parlé de tout ça. Merci. Merci. C'est très agréable parce que je vois des yeux qui brillent. Donc... Tous les soirs, je suis sur la table et puis...